Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Marc Manac. Bonsoir, Alain. Bonsoir François Jarraud. Bonsoir. Ravi d'être avec vous ce soir. Je dis aux internautes qui sont là, qui peuvent poser des questions sur Twitter, sur Facebook, avec le /LVVT, pour qu'on le voit, sinon on ne le verra pas, avec le mot dièse LVVT. Donc je redis bonsoir. Bonsoir Jean-Marc Manac. Bonsoir, Alain. Bonsoir François Jarraud. Bonsoir. Très honoré. Jean-Marc, je te laisse poser, comme de coutume, la première question. François, vous n'êtes plus prof, vous êtes devenu rédacteur en chef du Café Pédagogique. Comment on passe du statut de professeur à rédac-chef d'un site consacré à l'éducation ? De façon assez involontaire en fait. Moi j'aurais plutôt souhaité rester prof encore un petit peu plus longtemps, même si ça paraît bizarre, parce que journaliste c'est pas toujours très facile non plus dans la vie, dans la vraie vie. Je confirme. Et donc en fait c'est le succès du Café Pédagogique, cafépédagogique.net, qui fait que il y a de plus en plus de travail, de plus en plus de choses à faire, et il y a un moment où la double vie c'est plus possible, même en donnant beaucoup de soi. Et donc j'ai été propulsé hors du métier de prof. Et alors, le Café Pédagogique, c'est quoi ? Donc c'est un site qui s'occupe que de l'éducation et très précisément que du scolaire. On ne couvre pas le supérieur, on s'occupe que du primaire et du secondaire, qui est réalisé par un collectif d'enseignants. Moi je suis maintenant plus enseignant, mais je l'ai été pendant 30 ans. Les autres, une quarantaine de personnes, c'est des enseignants. Et qui fait de l'actualité et puis de la veille sur Internet en termes de ressources pédagogiques et puis des dossiers thématiques sur des questions d'éducation. On s'occupe que d'éducation. Et là, pour dire notre actualité de ce week-end, on a eu le 6e forum des enseignants innovants, qui est une opération qu'on fait avec 18 associations d'enseignants, les profs d'anglais, les profs d'histoire géo, etc., où on fait remonter du terrain des projets innovants qu'on invite et qu'on reconnaît, parce qu'il y a un problème de reconnaissance dans l'éducation nationale. De reconnaissance, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, bon, déjà, un enseignant innovant, c'est toujours quelqu'un qui perturbe un peu le fonctionnement du système, c'est dans la nature des choses, ça. Mais dans le système tel qu'il est devenu depuis quelques années, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à survivre, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, Mais le parce fait d'être invité, que du mal à survivre, parce que c'est quoi les problèmes auxquels il est confronté ? parce que il y a une innovation officielle qui s'est développée avec l'article 34 dans une loi qui a créé une expérimentation officielle, et tout ce qui ne cadre pas vraiment dans les cadres officiels, ça avait du mal à survivre. J'ai l'impression que c'est en train de se libérer un petit peu, j'espère, avec le nouveau ministre. Mais toutes ces dernières années, il y a eu une chasse à tout ce qui dépassait. Je veux dire, il y a eu vraiment une tentative de normaliser l'enseignement jusqu'au ridicule, jusqu'à la chasse aux sorcières. Et donc le fait pour des enseignants innovants d'être invités, d'être bien traités déjà, qu'il y a des gens qui leur disent « Ah ouais, c'est bien ce que vous faites », de se rencontrer entre eux, extrêmement important, que de voir ce qu'ils font entre eux, ça fait un événement déjà, c'est quelque chose de très important. Quand on a fait le premier forum des enseignants innovants, c'était à Rennes en 2008, je me rappelle qu'à l'époque on ne savait pas trop gérer les choses, à la cérémonie de fin, il y avait 100 profs qui chialaient. Et ils chialaient d'avoir été bien reçu, etc. Il ne chialait pas de mécontentement, au contraire, de l'émotion en fait qui les débordait. Parce qu'enfin, ils pouvaient discuter et enfin, ils étaient reconnus. C'est ça, il y a des gens qui étaient gentils avec eux, ils étaient gentils entre eux. Vous savez, le forum a eu lieu à Nantes, on a été très bien reçus par la région, la ministre est venue, c'est quand même très très important. Et les gens, pendant deux journées, on a eu 100 profs qui ne se plaignaient jamais, mais qui au contraire étaient heureux d'être ensemble, discutaient entre eux. Enfin, c'est pas du tout l'atmosphère qu'on a dans les établissements normalement. Et qu'est-ce que c'est l'innovation officielle ? Je savais pas qu'il y avait... Ouais, les expérimentations officielles, c'est bizarre. Alors, il y a une loi sur l'éducation en 2005 qui est très importante, qui est la dernière grande loi sur l'éducation, dans laquelle il y a un article qui donne une capacité d'expérimentation, donc de déroger à la norme dans certains établissements, à condition que ce soit avalisé par l'institution. Et donc, il y a toute une administration qui s'est mise en place, et qui, là, je me couvre d'un rapport officiel, qui est le rapport Reuter, d'Yves Reuter. Yves Reuter a montré comment ce système-là a vraiment contrôlé et étouffé l'innovation, puisque, en fait, à partir du moment où il y a une administration de l'innovation, ça veut dire que les objectifs de gestion du système rentrent dans l'innovation. Pour dire les choses simplement, aujourd'hui, quand je suis journaliste et que j'appelle, enfin du moins il y a quelques mois, je suis toujours journaliste, mais quand j'appelais un cadre d'un département, qui s'occupe de l'éducation dans un département, qui avait un problème de poste dans un établissement, il me disait, non, ils n'auront rien, sauf s'ils me font un projet innovant, que moi je valide. Et donc vous voyez que rien que ça met les profs innovants dans une situation impossible vis-à-vis de leurs collègues, puisqu'en fait ils sont le garant du maintien de leur poste. Du fait qu'ils ne vont pas aller être expédiés à l'autre bout de la France
simplement par suppression de postes, et en même temps ça pervertit leur propre démarche innovante, puisque pour que ça existe, eh bien, il faut qu'ils rentrent dans une logique qui n'est pas la logique forcément qu'ils auraient voulu développer. Donc j'espère que là, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Il va y avoir un conseil national de l'innovation au ministère, etc. Donc on peut espérer que le ministre a pris des engagements, que l'innovation ne viendrait plus d'en haut, mais qu'elle viendrait du terrain. On verra ce que ça donne dans la réalité. Mais les dernières années ont été des années très difficiles. Excuse-moi Jean-Marc, après je te relaisse. Je t'en prie. Et alors du coup, un professeur, un enseignant innovant, comment il sait qu'il est innovant? Alors, en réalité, beaucoup de profs innovent. La plupart se cachent pour innover, je dirais, pour ne pas avoir de problème. Alors après, il y a quelques profs qui osent afficher leur animation, qui viennent au forum, qui publient des choses, etc. Un prof est innovant quand il met en pratique, je dirais tout simplement, voilà, ce qui compte, c'est un prof est innovant parce que déjà, il a envie d'être innovant. C'est-à-dire qu'il a le souci d'être dans une démarche active par rapport à son enseignement. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont maintenant dans une position de repli par rapport à leur métier. On en a fait tellement baver qu'ils s'abritent ou alors ils se cachent. Voilà. Ils ne cherchent plus à faire du neuf parce qu'on leur a tellement imposé de choses et de choses qui allaient contre ce qu'ils pensaient bon pour leurs élèves qu'on en est arrivé là. Ça, c'est l'héritage des 10 dernières années, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Il y a eu quand même des chasses aux sorcières sur le plan pédagogique ces dernières années dans l'éducation nationale. Alors là, aujourd'hui, un prof innovant, c'est déjà un prof qui est en démarche d'innovation, c'est-à-dire qu'il entretient chez lui une flamme de chercher des solutions aux problèmes qu'il a avec ses élèves. Ce qui n'est pas le cas de tous les enseignants. Alors ça fait 2 fois que vous employez l'expression de chasse aux sorcières. Vous avez des exemples concrets pour qu'on mesure ce que ça veut dire? Bien sûr. Alors il y a eu la loi de 2005, il y a eu ensuite des programmes officiels. Je vais prendre un exemple. En 2008, il y a eu des nouveaux programmes dans le primaire avec la mise en place de quelque chose qui existe encore cette année, qui va disparaître l'année prochaine, qui s'appelle l'accompagnement personnalisé. Je sais plus si c'est l'aide individualisée. C'est ça l'appellation officielle. Et donc cette aide individualisée, c'est un dispositif qui est cadré, qui repose sur l'idée d'aider les gamins. Donc on pourrait penser qu'on pourrait faire confiance aux profs, à l'instit, dans sa classe, pour savoir comment il peut aider le mieux possible ses élèves. Non, on l'a cadré dans un dispositif très précis, et il y a des instits qui ont fait des choses un tout petit peu, qui ont bien fait leur boulot pendant les 2 heures d'aide individualisée, qui ne sont pas allés au champ ou à regarder la télé pendant ces heures-là, qui sont restés avec leurs élèves, et qui, par exemple, ont fait du théâtre avec leurs élèves au lieu de faire exactement ce qu'on leur demandait de faire. Et donc, ils ont été poursuivis, sanctionnés, retrait de salaire. Enfin, ces histoires-là ne sont toujours pas... rétrogradation dans les grades. Enfin, il y a eu des procès qui ont été faits. Et limite le bonnet d'âne, quoi. C'est des sanctions réelles, c'est pas une histoire de bonnet d'âne. Et donc, du coup, ils se sont mis en mouvement. On a vu apparaître un mouvement des désobéisseurs, ce qui est quand même un problème pour les fonctionnaires, je crois. Et donc, au lieu de lâcher du lest, il y a eu quand même des ministres comme Gilles de Robien ou Xavier Darcos qui se sont enferrés dans une stratégie de sanctions. Luc Châtel a laissé un peu les choses aller. Je pense que Vincent Payon va remettre un peu les choses... De toute façon, il supprime ce dispositif-là. Alors, ces gens-là, ces fonctionnaires-là se trouvaient mis dans une situation qu'on appelle le métier impossible. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le secondaire, c'est-à-dire qu'on met en place des dispositifs dont l'enseignant est persuadé qu'ils sont néfastes. Et donc, on lui demande de faire quelque chose dont il est certain que c'est mauvais pour ses élèves. Alors, ça crée des problèmes. Peut-être que si on faisait un peu plus confiance aux gens, enfin c'est certain, les choses ne se passeraient pas comme ça. Mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Parce que c'est pas l'armée, ministère de l'Éducation. Il y a eu 10 années quand même de reprise en main avec des gens qui pensaient avoir des solutions un peu, un peu mathématiques au problème, un petit peu des idées peut-être un petit peu trop simples sur l'éducation, et qui ont pensé qu'ils allaient améliorer l'efficacité du système en encadrant, en renforçant les pouvoirs des cadres intermédiaires, en demandant aux cadres intermédiaires vraiment de fliquer les enseignants. Et ils ont pensé à ça. Je pense que le résultat, à coup sûr, n'a pas été bon, vu les résultats du système éducatif qui se dégrade, c'est la réalité. À coup sûr, ils n'ont pas atteint leur objectif. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus de contrôle. Évidemment qu'il faut un contrôle, il faut que les enseignants soient là, qu'ils fassent leur boulot, qu'ils soient à l'heure, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, etc. Mais voilà, il y a des marges à trouver. Et en tout cas, il y a des confiances, il y a sûrement une confiance à renouveler entre les enseignants et l'institution, parce qu'aujourd'hui, vraiment, moi je suis très frappé en tant que journaliste, là aussi, de voir par exemple que de tout jeunes enseignants qui rentrent, qui
qui rentrent comme stagiaires dans l'éducation, qui sont déjà dans une position de méfiance vis-à-vis de l'institution. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Et combien d'enseignants sont méfiants aujourd'hui? Et cette bascule-là, elle date de quand? Ça s'est fait, c'est les années 2005, 2006, avec des faux procès qui ont été, je sais pas, l'affaire du syllabique, je sais pas si vous vous rappelez de ça, sur Gilles de Robien, par exemple, qui est vraiment l'exemple typique du mauvais procès fait, parce qu'en fait, pour apprendre à lire, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais c'est pas uniquement une histoire de méthode, et c'est peut-être même pas surtout une histoire de méthode. Et donc, voilà, il y a eu des procès qui ont été faits, procès collectifs, je dirais, très démagogiques, et il y a eu une volonté de reprise en main qui en même temps qu'il y avait cet effondrement matériel, hein, puisque l'éducation on a quand même rogné énormément les budgets. Donc il y a eu tout un enchaînement d'événements qui a généré un repli sur soi des enseignants et une très grande méfiance envers l'institution. Voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure que la plupart des enseignants innovants se cachent pour innover, ce que je trouve assez dramatique. Là, vous revenez du... Comment? Ils n'ont pas forcément tort. Parce qu'ils risquent gros? Parce qu'au moins, ils évitent les ennuis. Oui. Là, donc, vous revenez du 6e Forum des enseignants innovants qui avait lieu ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'innovations qui vous ont marqué? Bien sûr. Alors, le premier prix, par exemple, il est allé à des instituts. Alors là, c'est soutenu par l'institution, je tiens à le dire, qui ont créé un espèce de tour du monde virtuel où, en fait, les élèves, les écoliers, vont de ville en ville. Pour aller de ville en ville, il faut qu'ils trouvent des solutions à des énigmes qui sont postées par l'équipe et ils gagnent des points en faisant des choses. Alors par exemple en faisant des chansons en anglais, puisque l'anglais est rentré dans les programmes du primaire, en faisant comme ça des choses scolaires qui leur permettent de gagner des points puis d'aller un petit peu plus vite dans leur tour du monde. Ce truc-là, ça marche tout seul. C'est parti de Charente-Maritime. Maintenant, ça couvre 35 départements, si je me souviens bien. Il y a 1600 écoliers qui participent à ça. Ça marche d'enfer. C'est un truc qui coûte pas beaucoup d'argent et qui met les gamins en situation de communication les uns avec les autres. Puisque quand ils font une chanson en anglais, ils le postent sur un forum pour que les autres les écoutent, etc. Quand ils trouvent des solutions aux énigmes, ils ont le droit de s'entraider pour trouver des solutions. Donc on est dans ça apprend aussi aux écoliers, pas simplement à faire de l'anglais, etc., mais à écrire, à échanger avec des gens, à échanger sur Internet, à apprendre comment sur Internet, quelles sont les règles du fonctionnement sur Internet. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est tout à fait actif et qui marche très bien. Voilà un exemple de prix, mais je donnerai un autre exemple. On a donné 12 prix, puis il y a tous ceux à qui on n'a pas donné de prix, mais à qui on aurait pu les donner, pour dire la vérité. Donc le deuxième prix, c'est une institut de Bagneux, c'est dans la région parisienne. C'est donc une zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire des élèves en grande difficulté, et qui fait du tracking de fourmis. Alors elle a donc dans sa salle de classe une fourmilière d'une espèce de fourmi qui n'est pas bien connue, qui n'est pas la fourmi commune qu'on a chez nous. Et il faut dire qu'ils fassent attention qu'ils ne se sauvent pas trop. Et avec une équipe scientifique, les élèves font l'observation, les écoliers font l'observation des mouvements des fourmis et ils émettent des hypothèses. Par exemple, comment les fourmis font pour se diriger. Est-ce que c'est à l'oreille? Est-ce que c'est olfactif? Est-ce que c'est... Donc on met des stimuli, et les élèves observent quels sont les stimuli, si ça marche ou pas avec les fourmis, quelles sont les règles. Donc là, on a des écoliers qui, dans un vrai projet d'observation, où les fourmis sont observées toute la journée avec des caméras, etc., qui suivent leurs mouvements, les écoliers participent à un vrai projet scientifique et de leur côté, ils émettent des hypothèses. Donc, on est vraiment dans une démarche scientifique, c'est vraiment tout à fait remarquable. Voilà une autre façon d'utiliser les nouvelles technologies de façon intelligente. À propos de nouvelles technologies, il y a une question de l'autre qui demande ce que vous pensez des tableaux interactifs. Si vous avez une opinion sur le sujet. Oui, bien sûr. Alors, les tableaux interactifs, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire que, globalement, c'est très bien, parce qu'au moins, ça permet de moderniser un petit peu l'enseignement traditionnel. Voilà. Beaucoup d'enseignants utilisent le tableau interactif simplement pour montrer, avoir un cours où ils vont montrer avec quelque chose de plus moderne, avec des images, etc., mais ils restent dans la posture où c'est eux qui montrent et eux qui agissent et des élèves qui écoutent, etc. Vis-à-vis des élèves, c'est plus agréable d'avoir quelqu'un qui montre avec des images que quelqu'un qui simplement parle. Il y a le son et l'image. Voilà. Maintenant, il y a évidemment des enseignants, il y en a de plus en plus, qui utilisent le tableau interactif de façon beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire d'une part pour dialoguer avec la classe, en donnant des outils de communication dans la classe pour que les élèves puissent interagir sur le tableau interactif, voir pour faire des tests minutes, pour voir un peu ce qu'ils ont compris, puis
quelles sont les erreurs, hein, parce que les erreurs sont toujours très intéressantes. Elles ont du sens, hein. Quand on se trompe, c'est toujours par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que l'erreur a une signification. Et puis aussi, pour rentrer en communication par tableau interactif interposé, c'est possible, hein, avec d'autres classes qui peuvent être aux États-Unis, qui peuvent être un peu partout dans le monde. Donc il y a des usages du tableau interactif qui sont très poussés et qui utilisent bien le tableau, je veux dire, qui donnent le maximum du tableau, qui font rentrer les élèves dans des situations où ils sont obligés de s'exprimer, parce que c'est quand ils s'expriment qu'en fait ils intègrent des connaissances en les restituant et en les rentrant dans des stratégies en fait, hein, d'enseignement. Et puis il y en a d'autres où c'est simplement quelque chose de plus traditionnel. Hein. Bon, croire que les tableaux interactifs en eux-mêmes vont tout changer dans l'éducation, évidemment, c'est un leurre. Hein. Mais ça peut être un bon support. En tout cas, ça pose des questions. Il y a une autre question d'Alexandre qui dit on dote les établissements en matériel, mais la formation des enseignants ne suit pas. Quelle solution? Coup de bâton? Point d'interrogation. Alors, coup de bâton, ça, vous avez cru comprendre que je n'y crois pas du tout, hein, au coup de bâton. Hein. Je crois qu'en fait, ça, c'est une simplification du problème. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le primaire, le matériel manque. Hein. Je ferai quand même remarquer qu'il y a sous Darcos, là je vais dire du bien de Xavier Darcos, c'est le seul ministre à avoir fait un plan informatique qui a bien marché. C'est un peu involontaire. Non, sincèrement, c'est tout à fait involontaire même, hein, puisqu'il a sanctionné la personne qui était à l'origine du plan, puisque normalement ça ne devait pas marcher, et comme ça a marché, ça a coûté des sous. Donc il l'a viré. Ah. Mais sa conseillère aux nouvelles technologies. Mais donc il a fait ce plan école numérique rurale, où l'État mettait la moitié de l'argent, et puis la commune mettait la moitié de l'argent pour acheter du matériel. Et donc là, on a vu comment, quand on proposait aux instituts ruraux d'avoir du matériel informatique, à condition qu'ils trouvent un accord avec leur maire, et ben hop, les maires et les instituts se sont tout de suite, mais ça a été un succès immédiat, quoi. Ils se sont tout de suite mis d'accord sur ce qu'ils voulaient et tout, ils ont fait tout de suite une demande d'argent au ministère, et c'est là où ça a disjoncté en haut, puisque c'était pas prévu. Donc, quand on propose aux enseignants des trucs qui ont un sens, ils sont tout à fait capables de s'en emparer. Le problème du fait qu'il y a effectivement du matériel, on est bien doté en matériel dans le secondaire, pas dans le primaire encore, hein, mais que par contre les usages sont tout à fait à la traîne, puisqu'on est 25 sur 27 pays européens. 25e voilà. En matière d'utilisation d'Internet dans l'école. D'une nouvelle technologie en général dans l'éducation. Donc on est très très mal classé, je veux dire, on est classé bien derrière des pays beaucoup plus pauvres et beaucoup moins dotés que la France. Hein. Donc il y a un retard, effectivement, il faut s'interroger sur ce retard, et ce retard, c'est que, je dirais, les conditions ne sont pas remplies pour que ça marche. Si vous êtes dans une entreprise et que le patron, vous êtes comptable, et que le patron vous met un logiciel de compta, eh ben, pour que vous utilisiez le logiciel de compta, déjà, il va vous donner le logiciel. Il va vous donner un appareil, il va vous former pour, ça répond à votre question, mais en plus, le logiciel va vous servir à quelque chose. Normalement, vous n'allez plus vous ennuyer avec la petite calculette ou les grosses machines qu'on avait dans le temps, avec des manivelles pour faire les additions. Hein, vous allez faire votre compta plus rapidement, vous allez gagner du temps, ça va vous simplifier la vie. Ben, aujourd'hui, ces conditions-là ne sont pas remplies, c'est-à-dire que le matériel n'est pas forcément entretenu. C'est un problème que la loi qui est en discussion aujourd'hui devrait régler, la loi d'orientation sur l'école, qui devrait être votée fin juin, début juillet. Normalement, ça devrait régler ce problème-là, mais aujourd'hui, il n'est pas toujours réglé. Donc le prof qui va dans une salle informatique, il ne sait pas ce qui va marcher ou pas. Donc déjà, c'est quand même un problème, parce que les gamins, il faut les tenir aussi. Hein. Alors ensuite, bien sûr, c'est bien s'il est formé pour utiliser. Alors la formation continue, ces dernières années, elle a pratiquement été éradiquée pour des raisons budgétaires. L'argent est passé à autre chose. Et puis il y avait une autre question, c'est que quand un prof est en formation, il faut le remplacer, et qu'il n'y a plus de remplaçants, puisqu'on a supprimé plein de postes. Donc formation continue, il n'y en a plus. Je ne sais pas s'il y en aura demain, on verra. Hein. Ensuite, quand même, il faut que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire que les profs, ce n'est pas des malades. Leur objectif, c'est que les gamins aient des diplômes. Donc dès qu'il y aura des épreuves, ça existe dans certaines disciplines, hein. Dans les disciplines scientifiques, par exemple, SVT, ce qu'on appelait la biologie dans le temps, hein, physique-chimie, il y a des épreuves d'expérimentation où on utilise les nouvelles technologies. Donc là, ça a un sens. Dans les autres épreuves, ça n'a pas de sens. Ça peut faire perdre du temps. Hein. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais prof d'histoire géo. Il y a une épreuve de cartographie au bac en géo. Hein. Dans la vraie vie, du vrai monde, dans une mairie, dans une entreprise, il y a des logiciels de cartographie, ce qu'on appelle des systèmes d'information géographique. Et donc, on pourrait penser que le lycée apprenne à utiliser ce qu'on utilise pour la vraie géographie. Je ne sais pas ce que Danone utilise, excuse-moi, j'ai dit une marque. Hein. Enfin, ce que les entreprises ou les grandes mairies, la ville de Paris, je ne sais pas trop quoi, utilisent
pour leurs applications géographiques, pour gérer un réseau de distribution d'électricité, par exemple. Voilà, ben non, l'épreuve de cartographie au bac, ça consiste à apprendre par cœur 6 cartes qui sont dans le manuel et à les refaire le jour du bac. Ouais, complètement déconnecté de la réalité. Donc à partir de là, ben, les profs utilisaient du temps à utiliser des systèmes d'information géographique ou simplement des logiciels de cartographie qui permettent de comprendre ce qu'est vraiment une carte. Ça fait plaisir à un prof de géo. Je veux dire, il se fait un sacré plaisir parce que là, il fait de la vraie géo pour de vrai, avec des vraies questions, etc. Mais c'est pas forcément efficace pour le bac. Donc, s'il a un programme très très chargé, et on nous a bourré les programmes ces dernières années, eh ben, il a plus forcément le temps de se faire plaisir et de faire plaisir aux élèves. Et comment vous expliquez-vous que la France soit 25e sur 27 ? C'est un contre-coup du Minitel et de la centralisation verticale Non, c'est le résultat des problèmes d'entretien du matériel, du fait du manque de formation continue et du fait que ce n'est pas forcément utile pour bien faire son métier, c'est-à-dire pour servir les élèves. C'est les trois ensemble. Si vous voulez changer les choses, il faut changer les trois. Alors, on a l'exemple de plusieurs régions où des conseillers régionaux donnent des ordinateurs à des élèves. Le dernier en date, c'était le Val-de-Marne. Et ce qui était assez rigolo, c'est que donc, tous les élèves de 6e dans le Val-de-Marne ont eu un ordinateur portable. Sauf que quand on discute avec les enseignants disent les ordinateurs dans les salles de classe, par contre, on n'en a pas, alors qu'on en file à tous les élèves. Et 2, de toute façon, on n'a pas de prise dans la salle de classe pour que les élèves puissent brancher l'ordinateur. On n'a pas eu de formation. Bon, grosso modo, on a filé un jouet aux élèves, mais ça sert à rien dans le travail pédagogique. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Alors là, vous résumez peut-être un peu, parce que l'expérience du Val-de-Marne, elle commence tout juste. Il faut peut-être lui laisser un petit peu... Elle a commencé cette année, là, en septembre, si je ne me trompe pas. Donc faut peut-être Elle a commencé en septembre, et moi j'avais été marqué parce que quand les enseignants, enfin quand ça a été présenté aux enfants et aux enseignants, l'essentiel de la communication du conseil régional, c'était pour dire aux parents, rassurez-vous, on a mis un logiciel de contrôle parental. Mais il n'y avait aucune discussion sur l'intérêt pédagogique de la chose. Non, je suis assez d'accord avec vous. Je veux dire, la communication n'a pas été bien faite. Moi-même, je suis allé dans des conférences de presse. J'étais abasourdi des bêtises que j'entendais au Conseil général du Val-de-Marne. Mais il y a celle-là commence. On va peut-être lui laisser quand même, avant de la juger. Moi, j'ai envie de lui laisser un peu, quand même, au moins un an, de voir. Voilà. Et il y a des expériences qui ont été plus longues. La plus ancienne, c'est l'expérience des Landes. Oui. Donc ça a j'ai oublié l'année où ça a commencé, mais ça fait presque 10 ans maintenant. Enfin, ça fait longtemps. Et à Marseille également, enfin les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, absolument. Les Landes, il y a un rapport qui va bientôt sortir que j'ai eu l'occasion de parcourir, je dirais pas comment, un rapport officiel sur l'expérience des Landes. Et puis je la connais un peu parce que je l'ai suivi tout au long de ces années-là. Alors c'est vrai que on peut dire quand même, par exemple, que dans les Landes, il y a des collégiens qui ont choisi d'être scolarisés dans les Landes à cause du fait qu'il y avait du matériel numérique. On peut dire que dans certaines disciplines, ça a vraiment fait évoluer les pratiques. Par exemple, dans les langues vivantes. Alors, en même temps, ça n'a pas tout non plus révolutionné non plus. Je veux dire, le bilan n'est pas à 100% positif par rapport à l'énergie qui a mis le Conseil général. Entre autres, il faut souligner le fait que le Conseil général a mis beaucoup d'énergie, mais que l'éducation nationale, à l'époque, n'a pas du tout suivi. Enfin, il n'y a pas eu quelque chose d'harmonieux, au moins pendant les premières années de l'expérimentation. Mais quand même, le bilan, il est quand même globalement positif. Aujourd'hui, l'éducation nationale, dans ce fameux rapport qui sortira peut-être bientôt, je dévoile un truc, le bilan est quand même perçu comme positif. Ça a fait évoluer les pratiques. Donc, voilà. Alors, il y a d'autres exemples. En Corrèze, en ce moment, ça marche pas très très bien. Il y a une distribution. Ils ont d'abord donné des ordinateurs qui n'ont pas bien fonctionné parce que le système d'exploitation n'était pas bon. Après, ils sont passés aux tablettes, mais les profs, ils connaissent pas bien, connaissent pas du tout, même on peut dire, les tablettes. Donc, voilà, là, l'objet est sympathique, mais il faudrait faire un gros effort d'accompagnement vers les profs. Bon, voilà, mais vous voyez que comme les choses sont compliquées, parce que même dans les Landes, il y a quand même le fait que les profs pour les langues vivantes, ils ont changé leur pratique, etc. Mais je ne suis pas certain que le jour du brevet ou le jour du bac, ça se retrouve. Est-ce que vous rejoignez ces pensées qui disent qu'on n'a peut-être pas besoin de notes, de diplômes, de foncer vers des carrières figées dans un monde ouvert où on ne connaît pas la moitié des métiers de dans 10 ans et où il faut s'adapter en permanence? Alors, je ne suis pas certain, moi, qu'on ne connaisse pas la moitié de dans 10 ans. Je sais que c'est ce qu'on dit, c'est quelque chose qui est très... Mais quand on regarde, par exemple, les prévisions officielles du BIPE, c'est un bureau d'études économiques national qui fait des prévisions, ou celles du secrétariat du gouvernement, là,
du CAS, hein, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais enfin le CAS. Donc c'est un service du Premier ministre. C'est pas tout à fait ce qu'ils disent. Comité d'analyse stratégique, je crois, au Conseil d'analyse stratégique, c'est ça. Voilà. C'est pas ce qu'ils disent. En fait, on aimerait bien que l'économie de la connaissance se mette en place, que l'économie progresse, qu'il y ait une croissance et qu'il y ait une transformation profonde de l'économie, mais de fait, c'est pas quand même ce qu'on observe. Alors, en fait, il y a deux choses. Hein. Il y a l'idée de préparer des gens à un métier, puis il y a l'idée des notes. Je crois que c'est quand même deux choses différentes. Préparer les gens à un métier, quand même, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut quand même préparer les gamins, les jeunes, à avoir des compétences d'autonomie, hein, des compétences de savoir se débrouiller beaucoup plus par rapport à l'accès aux connaissances, par rapport à la citoyenneté sur Internet, par rapport à des choses comme ça. Ça, c'est vrai. Et l'école a beaucoup de progrès à faire sur ce terrain-là. Hein. Les notes, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que sûrement qu'on met beaucoup trop de notes et je dirais qu'on ne réfléchit jamais. En général, dans l'éducation, on ne réfléchit pas beaucoup aux choses importantes. Et les notes, c'est des choses importantes. Hein. Donc on met beaucoup de notes qui souvent n'ont pas beaucoup de sens. On ne réfléchit pas beaucoup à la stratégie de l'évaluation en général. Il y a des progrès à faire. Il y a des collèges qui ne mettent plus de notes. Ça se passe très très bien. Il faut quand même que les parents l'acceptent aussi. Hein. C'est un frein très souvent. Voilà. Et il y a des pays où il n'y a pas de notes pendant des années jusqu'à... Mais bon, on est dans un pays où on aime bien les devoirs à la maison, on aime bien les notes, etc. On aime bien la moyenne, on a une religion de la moyenne. C'est la moyenne, c'est un truc qui n'existe pas dans la plupart des pays. Hein. C'est un truc franco-français. Et la moyenne sur 20, je crois qu'il n'y a qu'un seul autre pays, que j'ai oublié d'ailleurs, je crois que c'est la Hongrie, si je ne me trompe pas, mais je ne vous promets pas. Il n'y a qu'un seul autre pays en Europe qui a la moyenne sur 20, par exemple. Ça, c'est notre histoire à nous. Donc ça serait bien qu'on la change, mais il faudrait que les parents soient d'accord, que les gamins soient d'accord, que les profs soient d'accord. Je ne suis pas certain que toutes ces conditions soient réunies. Ça va peut-être se faire un peu... Vous êtes en train de parler du mammouth, là? Non, je suis en train de parler des vrais Français, parce que l'école, ça engage les parents, ça engage toute la société. C'est pas uniquement une histoire de l'éducation nationale. Mais vous dites... si vous avez des enfants, peut-être. Oui. Si la CIT, tout d'un coup, il supprime, ou le prof au collège, il supprime les notes, peut-être ça va pas vous plaire, hein, je sais pas. Bah, j'ai reçu un questionnaire sur le sujet et j'avoue que je l'ai mis de côté. Voilà. Toute façon de résoudre la question. Mais en même temps, ça me fait penser, vous dites, il y a des progrès à faire assez souvent, mais alors qui doit faire les progrès? Est-ce que ça peut venir de la politique? Ah bah oui, ils ont la responsabilité. Non, mais je pense que les politiques font ce qu'ils peuvent. Hein, je vois bien, moi j'ai suivi de près en tant que journaliste les débats sur la loi d'orientation, j'ai vu comment ça avançait, comment ça reculait sur la même question. Et on a envie que les choses avancent et que les choses changent comme ça. Mais les choses ne changent pas comme ça, c'est laborieux, c'est faut du temps. Regardez là, il faut remettre des profs dans les classes. Alors les profs, très souvent, les profs que je croise, ils me disent « Ouais, mais on ne voit pas les profs nouveaux arriver, etc. » Bah ouais, ils ne vont pas arriver avant 2015. Il faut les fabriquer. Voilà. Moi, ce qui me marque dans ce que vous nous racontiez tout à l'heure, les exemples que vous donniez, c'est qu'à chaque fois, les exemples montraient que ça servait à quelque chose. Ils s'en servaient pour communiquer, s'en servaient pour écrire des chansons en anglais, pour communiquer avec des gens qui sont à l'étranger, que c'est pas juste répéter ce qu'a dit le maître parce que le maître l'a dit. Non. Voilà. Et vous disiez également tout à l'heure que le premier forum des enseignants innovants, il y avait 100 profs. On en est où aujourd'hui? Il y en a combien? Ah bah, alors là, il y en a toujours que 100. Il y en a toujours que 100. Oui, tout simplement parce que le principe du forum qu'on fait avec les associations là, de profs, toutes les associations de profs, hein, c'est important qu'elles soient avec nous. Hein. Eh bien, on a des profs innovants, on les invite. Il n'y en a que 100 en France. Eh ben, donc on a un budget limité. Ah non, il y en a bien plus que 100. Ah bon? Là. Non, mais nous, on ne peut pas en inviter plus que 100. On est très injuste, on fait ce qu'on peut. Mais on en invite 100 qu'on chouchoute. Et on leur explique qu'on a envie de les chouchouter parce que c'est des gens bien et qu'il faut bien qu'à un moment, quelque part, qu'il y ait des gens qui leur disent. Et quand nous, on leur dit qu'ils sont des gens bien, etc., eh ben, le plaisir qu'ils reçoivent, je pense qu'il y a un petit bout de ce plaisir qui va aller jusqu'aux élèves dans la classe. À propos d'innovation, qu'est-ce que vous pensez de l'école de Xavier Niel 42 qui vient de lancer? Est-ce que pour vous, c'est un nouveau modèle possible ou... C'est l'enseignement supérieur, donc c'est un truc qu'on couvre pas au café pédagogique. Donc j'ai suivi ça de loin. Je connais pas le détail, donc j'aurais pas. D'accord. Non, sincèrement, je vais pas me. Non, mais prononcer dessus. Ils sont vraiment dans le fer. L'accès et l'expérimentation. L'accès gratuitement à 1000 personnes pour un métier particulier, c'est quand même le prolongement de l'école primaire quelque part. Mais je ne sais pas.
Que l'éducation soit gratuite, y compris dans le supérieur, j'applaudis parce qu'elle est de moins en moins gratuite, hein, à tout point de vue. Donc c'est très bien. Après, est-ce que c'est une utopie ce qu'il fait? Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que si vous dites je prends tout le monde sans condition de diplôme, etc., pourquoi pas? Je veux dire, c'est très bien, je suis pas contre du tout. Mais après, attention, il faut être capable d'accompagner ces gens-là. Il ne faut pas tomber non plus dans l'utopie de croire que quelqu'un sans diplôme, vous allez en faire un ingénieur comme ça. C'est plus compliqué que ça. Il y a eu une expérience tout à fait intéressante qui est l'école Vaucanson, qui avait été ouverte par la Chambre de commerce de Paris pour prendre des bacs pro et en faire des ingénieurs. Donc c'est un très beau projet, il est en route, mais c'est très difficile en fait. C'est pas facile. Juste pour en revenir aux enseignants innovants, on a une idée du nombre d'enseignants, enfin ce que vous qualifiez vous d'enseignants innovants en France? Non, on n'a aucune idée. On ne sait pas. Il y en a des milliers. Non, il y en a des milliers. Et heureusement qu'ils n'ont pas une étiquette un label avec un matricule, un grade, vous savez, un corps. On va faire un corps d'enseignants innovants avec les palmes académiques et puis des 11 échelons et une hors classe. Et on a une idée par ailleurs du nombre de classes qui utilisent Twitter et ou Facebook aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai phénomène autour de ça. Oui, alors Facebook, Fairbotten, interdit. Donc probablement aucune classe. Pourquoi c'est interdit? Alors il y a quand même des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons dans le sens où d'une part on ne peut pas en classe confronter les élèves sur le temps scolaire à de la publicité. Je pense que ça pose un problème éthique. Les élèves qui regardent la publicité à la télé ou n'importe où, c'est leur affaire. Hein. Mais sur le temps scolaire, ils sont obligés d'être là. Donc il y a un problème là. Et puis ensuite, il y a un aspect ludique dans Facebook. Je veux dire, c'est l'univers des élèves, c'est ludique. Alors le ludique, le jeu, moi je suis un fan des jeux sérieux, ça a sa place, mais ça a sa place avec des gens qui savent l'utiliser aussi sous l'aspect sérieux, qui savent faire la différence entre le ludique. Vous voyez, quand on fait de la formation en école de commerce sur le jeu sérieux, c'est une spécialiste d'école de commerce qui m'avait appris ça, qui s'appelle Hélène Michel, qui est vraiment une pionnière dans son domaine. Quand on utilise un jeu sérieux en école de commerce, ça réussit pas de la même façon aux élèves aux étudiants qui sont allés en entreprise, qui sont par exemple en alternance et qui connaissent le métier, et puis aux étudiants qui n'ont aucun truc professionnel. Pour les étudiants qui n'ont aucune expérience professionnelle, ça reste un jeu. Et donc le rendement n'est pas très bon. Pour le type qui a une expérience professionnelle, c'est une sacrée façon de réfléchir à ses stratégies professionnelles. Lui, il sait l'utiliser en jouant, mais de façon avec le bagage professionnel. Et alors là, c'est très rentable. Donc, il faut faire attention aux univers ludiques. Faut arriver à trouver quand même le bon angle pour les inclure. Alors, Facebook est peut-être un petit peu trop ludique pour. Et pourquoi Twitter c'est mieux? Alors, Twitter, c'est assez génial parce que ça apprend à s'exprimer en 140 caractères. Et pourquoi c'est bien de s'exprimer en 140 caractères? C'est ce qu'on appelle prendre des notes dans la vraie vie scolaire. Le prof, il cause. Si j'essaie de noter tout ce qu'il cause, pour mal parler, je ne vais pas y arriver. C'est pas possible. Donc, développer l'esprit de synthèse et d'analyse. Voilà, Twitter, c'est apprendre à prendre des notes. Alors ça, c'est pour le secondaire. Dans le primaire, c'est apprendre à échanger, à écrire dans des petits formats, parce qu'on ne peut pas demander à un écolier de faire des rédactions de 40 000 pages. Donc, apprendre à s'exprimer sur un format qu'il maîtrise, dans des stratégies de vraie communication avec des vrais gens. Ça sert à quelque chose. Parce que les copies, vous savez, ça ne sert pas à grand-chose. Le prof, au mieux, le prof les lit. Et ça ne fait pas beaucoup de lecteurs. Et on a donc une idée du nombre de classes qui tweetent? Alors, il y a un site qui essaie de les recenser. Il y en a quand même au moins une centaine. Et il y en a peut-être plus. Moi, je ne les connais pas toutes. Et qui sont ouverts en l'espace de 2-3 ans, en fait. Oui, c'est un des grands progrès. C'est un des grands progrès qu'on a vu fleurir ces dernières années. On a récompensé là, au forum, les années d'avant également, des projets sur Twitter qui sont tout à fait intéressants. Oui. Apprendre à lire et à écrire sur Twitter, par exemple. Et il y a d'autres comme ça phénomènes que vous retrouvez dans différentes classes? Alors oui, je pense qu'il y a un boulevard qui commence à s'ouvrir et qui va continuer à s'ouvrir, c'est tout ce qui est mobile. Les usages du mobile dans l'éducation. Alors il y a des pionniers qui font ça depuis des années. Alors par exemple, évidemment avec le mobile, on peut réviser dans l'autobus, dans le métro, etc. N'importe quand. Vous savez qu'il y a des élèves qui ouvrent jamais leur manuel, qui ne révisent jamais rien, sauf dans le bus, y compris des étudiants d'ailleurs. Donc
avoir des ressources comme ça sur son mobile, c'est pas mal. Mais il y a des profs aussi qui l'utilisent pour des vraies stratégies très poussées, très intelligentes par rapport à une discipline. Je pense à Jérôme Straub, par exemple, qui est un prof de la région Auvergne, qui en géographie fait des reportages, en fait, je dirais, avec le mobile. Il emmène sa classe avec les smartphones, en fait, de ses élèves, pour faire de la cartographie du bruit, par exemple. Sur une ville moyenne, pouvoir se géolocaliser avec le smartphone, qui ont des GPS très souvent, mesurer le bruit. Donc il y a des applications sur mobile qui permettent de faire ça. On a une application GPS et on peut faire une cartographie du bruit. À partir de là, donc ça a une application en géographie parce que ça fait de la cartographie. Donc c'est une représentation d'un problème de géographie, le bruit, une nuisance, un risque également, qu'on essaie de cartographier. Et derrière, il y a une démarche citoyenne, parce que du coup, on découvre que, par exemple, il y a peut-être plus de bruit dans les zones périurbaines, c'est-à-dire les zones de la banlieue soi-disant rurale, qu'en centre-ville, ou que les bruits du centre-ville ne sont pas forcément les bruits auxquels on croit. Et donc ça met les lycéens, par exemple, là c'est des lycéens dans l'exemple que je cite, ça les met en situation d'interroger le maire. En tout cas, le maire récupère la carte du bruit, pour lui c'est riche en informations, et les lycéens peuvent lui poser des questions sur ce qu'ils découvrent et sur la bonne stratégie. Donc vous voyez que là on est vraiment dans une stratégie éducative qui va loin, qui est vraiment ambitieuse. Mais j'ai l'impression que dans les différents exemples que vous nous montrez, il n'y en a aucun qui coûte particulièrement cher. Non, ça ne coûte rien. Mais les vraies démarches, ça coûte. Enfin, faut des smartphones pour les élèves. Et vous voyez, par exemple, les élèves, beaucoup ont des smartphones. Peut-être qu'on pourrait acheter un petit stock de smartphones dans les établissements. Ça ne coûte pas très très cher quand même. Et du coup, on n'a plus besoin de faire des grands réseaux, des machins. Simplement, il faut avoir des réseaux où n'importe qui peut se connecter. Voilà. Mais alors, comment le ministère de l'Éducation nationale voit ce forum des enseignants innovants ? Ah, c'est une grande question. Il le voit. Alors l'an dernier, l'an dernier, 5e forum. 4 premiers forums, on n'a vu aucun ministre. On a quand même reçu des petites subventions du ministère pour le faire, mais enfin l'essentiel du budget, bien sûr, on le trouvait ailleurs. Ça continue d'ailleurs. L'an dernier, on a eu M. Vincent Payon qui est venu, qui s'est déplacé jusqu'à Orléans pour assister au forum des enseignants innovants. Donc ça a été pour nous un changement radical. Il a manifesté son soutien au forum des enseignants innovants. Ce week-end, on a eu Madame Georges Pollenchuin, donc la ministre de la Réussite éducative, qui est venue au forum. Donc il y a quand même une reconnaissance officielle du forum, qui est nouvelle, qui renvoie à la refondation de l'école. C'est clair que ce qu'on fait, ça rentre dans la refondation de l'école, puisqu'on essaie là d'avoir des pédagogies nouvelles. En même temps, c'est vrai qu'il faut arriver à ce que l'innovation et l'institution se rencontrent. Et ça, c'est un sacré défi. Parce que nous, le Forum des enseignants innovants, c'est quand même que des projets qui sont reconnus par nous, Café Pédagogique, et les associations d'enseignants. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout validé par l'institution. C'est nous qui disons que c'est innovant. On trouve que nous, les enseignants, on n'est pas illégitimes pour dire ce qui est innovant ou pas. Et donc, on reconnaît des trucs et on les récompense à notre façon en les invitant. Mais, alors, même si c'est en train de changer, excusez-moi, je vais réemployer le mot, mais est-ce qu'in fine, c'est pas parce que le ministère de l'Éducation nationale est lui-même un mammouth qui peine à innover, à se remettre en question et à faire confiance aux gens ? Ah ben, ça fait au moins 10 ans qu'on lui a appris à ne pas faire confiance aux enseignants. Toute la hiérarchie a été dressée et formatée pour contrôler et ne pas faire confiance. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui font confiance dans la hiérarchie. Il y a des êtres humains parfois dans la hiérarchie, ça peut exister, c'est pas interdit encore. Mais des gens intelligents, c'est pas interdit encore. Mais donc beaucoup sont comme ça, bien sûr. Mais on leur a appris à ça. On a appris aux enseignants à ne pas faire confiance aux élèves. On interdit aux enseignants à donner leur numéro de téléphone aux parents, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, il y a du lien à faire, il y a de la confiance à recréer. Je pense que ça va être un sacré défi. Mais si on veut que les choses changent, c'est indispensable. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand les exemples que vous donniez tout à l'heure, il y a souvent des nouvelles technologies ou Internet. En même temps, vous avez quasiment pas du tout employé le terme de technologie ou d'Internet. Vous expliquez que des gens postaient sur des forums, ils tweetaient, ils s'expriment, ils prennent des notes. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est très humain tout ça. C'est-à-dire que vous venez d'expliquer que l'institution fait pas confiance aux profs, les profs font pas confiance aux élèves. En tout cas, on les dresse pour pas faire confiance aux élèves. Alors que vous nous parlez, j'ai l'impression que l'innovation, c'est la confiance, c'est le fait de faire confiance dans l'être humain.
Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. L'innovation correspond toujours, elle a toujours une dimension citoyenne, je dirais, ou sociale, je sais pas comment on peut dire. Citoyenne, c'est peut-être mieux que sociale. Elle est là. Le B à bas, c'est de penser que on essaie de faire des hommes de petits hommes. Hein. C'est ça le métier d'enseignant. Et on n'est pas les seuls à le faire, bien sûr. Ils sont des parents, Dieu merci. Ils ont toute une société autour d'eux. Hein. On participe de cette aventure absolument incroyable qui consiste à fabriquer des êtres humains à partir d'enfants. On est un enfant et on devient un homme. Et là-dedans, les stratégies d'éducation ont leur place et les nouvelles technologies, ce qu'elles font par rapport au système, j'essaie de répondre à votre question sur le fond, c'est qu'évidemment, elles bousculent l'éducation nationale, à tout point de vue. Hein, ça bouscule parce que ça abolit les limites de la classe, ça abolit le temps scolaire, ça abolit le rapport à la connaissance, enfin, ça perturbe plein de choses. Et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que ça perturbe. Alors après, il y a ceux qui décident de mettre les tout foires dessus, et puis il y a ceux qui décident de s'en emparer. C'est une vieille histoire. Et vous trouvez... Quand le tableau noir est apparu, au XVIIIe siècle, hein, on a inventé le tableau noir avec la craie. Il y a des profs qui ont dit « Ah non, moi je refuse de prendre la craie et d'écrire au tableau noir. » Et puis il y en a qui ont dit « Tiens, c'est un truc dont je peux me servir. » Voilà, c'est... Il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi au système éducatif et qui disent que l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui a été conçue, pensée, créée au XIXe siècle pour accompagner la révolution industrielle, former les cadres qui allaient encadrer les ouvriers. Aujourd'hui, on n'est plus dans la révolution industrielle, on a un taux de chômage absolument délirant, on forme de plus en plus d'ingénieurs qui se retrouvent à être sous-payés en tant qu'ouvriers, ou même pas ouvriers, à être au chômage, ou en tout cas à travailler dans les industries de services. Est-ce qu'il faut complètement repenser la façon dont le système scolaire fonctionne, ou est-ce que vous pensez que, en l'état actuel, il peut supporter à la fois la crise économique et l'évolution des technologies ? Alors, en période de crise économique, aujourd'hui, plus qu'hier, le diplôme est la garantie contre le chômage. Hein. Donc, je dirais que c'est ça la pression qu'il y a sur En même temps, il y a plein de diplômés qui sont au chômage. Il y en a pas tant que ça. Si vous regardez les statistiques, je veux dire, si vous avez un diplôme d'école d'ingénieur, vous avez quand même beaucoup moins de chances d'être au chômage qu'avec un BEP de vente. Hein. Certes. On est d'accord ? Donc, faut pas taper sur les diplômes. Par contre, ça génère une pression sur l'école qui n'existait pas avant. Dans la période, dans ma jeunesse, je dirais, comme moi, j'ai quitté le lycée, ça devait être en 72, si je me souviens bien. Hein. Dans mes copains, j'en ai qui n'ont pas eu le bac, c'était pas un problème. J'en ai un qui est devenu journaliste, etc. Enfin, voilà. Aujourd'hui, tout ça, c'est plus possible. Hein. Faut passer pour être journaliste, école, etc. Donc, j'ai pas fait d'école de journalisme. Mais je suis un cas. Mais on est des cas tous les deux. Voilà, on est des cas, voilà. Mais vous savez bien que la vraie voie, c'est celle-là, en fait, hein, avec pas forcément un job, effectivement, au bout du compte. Au bout du rouleau. Donc, les diplômes, ils existent, ils sont quand même aujourd'hui une garantie contre le chômage. L'école, aujourd'hui, effectivement, elle a été créée dans une autre société, dans un autre univers, avec des normes qui sont pas du tout les normes de la société d'aujourd'hui, avec des façons d'apprendre qui sont plus les façons d'apprendre de la société d'aujourd'hui, etc., etc. Il va bien falloir que ça change. C'est nécessaire parce que le rendement de l'école n'est pas bon. Je veux dire, c'est ce que montrent toutes les études internationales. C'est surtout au niveau de l'école primaire, d'ailleurs, hein, maternelle, primaire, qu'il faut que les choses évoluent très rapidement. C'est pas interdit que ça évolue ailleurs. Hein. Voilà. Maintenant, ça va pas évoluer comme ça par le miracle, une grande révolution. Il faut qu'il y ait une véritable volonté politique et une véritable volonté de la société pour que ça change. Qui dans la société a vraiment envie que ça change ? Les victimes du système scolaire. Ces victimes du système scolaire, est-ce qu'elles sont vraiment en situation de se faire entendre ? Les 140 000 jeunes qui quittent l'école sans diplôme ou avec le brevet, c'est-à-dire un diplôme qui n'a pas une reconnaissance, qui est un vrai diplôme, mais qui n'a pas une reconnaissance sur le marché du travail. Je suis pas sûr qu'elles soient en état de se faire entendre. Ceux-là, ils passent un peu à la trappe. Ceux qui se font entendre dans la société, c'est plutôt ceux qui sont hyper diplômés. Donc vous voyez, c'est délicat. Pour que les choses changent, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique tenace. Il faut que la société accepte des sacrifices. Il faut remettre en question les inégalités sociales à l'école, qui sont très fortes. Alors là encore, hein, qui a envie de remettre en question les inégalités sociales à l'école ? Pas tout le monde. Ça arrange beaucoup de monde, les inégalités sociales à l'école. L'école, aujourd'hui, elle est plus ségrégative que la société. Hein. Il y a plus d'inégalités dans les collèges en région parisienne que dans les quartiers, dans les villes de la région parisienne. Donc voilà, il y a du boulot à faire à ce niveau-là. Hein. Ça va changer, mais je pense que il y a une volonté politique aujourd'hui que les choses changent, mais elle a besoin d'être soutenue, appuyée sacrément, parce que ça ne va pas de soi.
Et comment vous expliquez le fait qu'on entend beaucoup plus parler, dès qu'il est question d'école, du problème du nombre de jours fériés, du nombre de vacances scolaires, est-ce qu'il faut travailler le mercredi, est-ce qu'il faut travailler le samedi, plutôt que de votre forum des enseignants innovants, et de là où il y a un peu d'espoir? Ah si, le forum des enseignants innovants avait autant de succès que les rythmes scolaires, dans les médias, ça serait formidable. Oui. Ça lui générerait peut-être des problèmes, remarquez. Hein. Bon, les rythmes scolaires, en tant que journaliste, j'ai suivi ça depuis des années, et ça fait quand même au moins 4 ans que toute cette histoire-là se prépare. C'est vrai que c'est un fiasco assez retentissant. Je ne sais pas comment on a pu ne pas anticiper sur les blocages, parce qu'au fond, les blocages étaient évidents, et il y avait quand même des façons de les résoudre. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu la panne hein, à ce niveau-là. On va voir. On va voir ce qui se passe. Il est évident que 4 jours de classe par semaine, les écoliers français sont les écoliers qui ont le plus d'heures de classe de toute l'Europe. Donc il y a trop d'heures de classe de toute façon. Déjà, le volume, il faudrait le baisser. Ça, personne ne pense de le faire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient d'accord pour le faire. Ensuite, c'est clair que plus de jours de classe, ce serait mieux que la semaine de 5 jours, c'est une nécessité. Mais il y a tellement d'autres choses aussi à faire. Hein. Il y a les programmes qui sont à revoir. Si vous demandez aux instituts de travailler un jour de plus, même si c'est pas plus d'heures, c'est quand même plus d'heures de transport, c'est garder les mômes, trouver quelqu'un pour garder les mômes, etc. Donc il faut quand même qu'il y ait un peu de compensation en échange, etc. Et il n'y en a pas. Les instituts, c'est quand même des gens dont le salaire net baisse depuis des années, par exemple. Hein. Je ne sais pas si on le sait. Donc bon, tout ça, c'était quand même, je pense qu'avec un peu d'huile dans les rouages, ça aurait été beaucoup plus facile, mais personne n'anticipait. Moi, j'étais très frappé comme journaliste de voir que les maires n'anticipaient pas. Quand je disais aux maires au mois de novembre ou d'octobre, attention, avoir 80 ou 100% des gamins le soir de 15 à 17, c'est pas le même nombre que d'en avoir 20% le mercredi matin de 10 à 12, ben, ils me disaient non, il n'y a pas de problème d'encadrement. Mais évidemment que si, il allait y en avoir un. Alors moi, je sais pas comment ils sont faits, tous ces gens-là, pour ne pas voir les problèmes que moi, pauvre type journaliste, j'avais vu. Et vous avez des exemples de pays où ça se passe bien, où ils ont justement réussi à mettre l'accent sur l'innovation? Eh bien, écoutez, c'est pas. Alors sur l'innovation, c'est une question vache, ça. Sur les rythmes scolaires, je peux vous répondre. Sur l'innovation, peut-être l'Angleterre, oui. Ah ben oui, le Danemark. Bien sûr, le Danemark. Le Danemark, c'est le pays qui a fait rentrer l'éducation dans le domaine des médias du XXIe siècle, oui. Bien sûr. Par exemple, au Danemark, vous pouvez passer des épreuves connectées à Internet. Ouais. On vous demande pas d'apprendre par cœur, on vous propose d'apprendre à apprendre et de savoir chercher. Voilà. Alors le Pékin ordinaire, il va dire oui, mais alors sur les mettre sur Internet, dans ce cas-là, on n'évalue plus rien. Mais aujourd'hui, quand on donne un devoir à la maison, quand on est un prof et qu'on donne un devoir à la maison, évidemment que le gamin, il va faire son devoir sur Internet. Donc en fait, on va avoir il y en a un qui a 20 amis, alors on va avoir 20 fois le même devoir, puis il y en a un autre qui a 12 amis, on va avoir 12 fois le même devoir, il y en a que 2 qui vont avoir travaillé. Donc si on fait que donner des devoirs à l'ancienne sur Internet, que des devoirs à l'ancienne sans se poser plus de questions, on perd son temps. Il faut bien sûr intégrer la réalité qui est qu'il y a Internet, etc., dans l'évaluation. De la même façon qu'on fait aujourd'hui des maths avec la calculette. Ben, c'est plus les mêmes maths. Mais évidemment que les gamins, ils continuent à faire des maths. Hein. Alors c'était quelque chose qui me marquait, c'est que dans le rapport que j'avais lu sur le Danemark qui avait fait le CRI, justement, Monsieur Tadei, il expliquait que non seulement au Danemark on apprenait aux enfants à apprendre, mais on apprenait aux enfants et aux enseignants à désapprendre. C'est-à-dire à arriver à comprendre que ce qu'ils avaient appris, en fait, c'était faux ou que c'était obsolète. Et que donc à développer leur sens critique, plutôt que le fait d'apprendre par cœur. Oui, moi je ne suis pas convaincu que les enseignants ont besoin de désapprendre. Je crois plutôt qu'ils ont besoin d'adapter leur stratégie éducative à la réalité des médias d'aujourd'hui. C'est à les intégrer, mais pour ça, je répète, il faut que ça ait un sens par rapport à la rentabilité. Les enseignants ne sont pas des fous, ils essaient que leurs élèves aient leur diplôme. Donc si vous voulez que les choses changent, quand même, pensez-y. Si le prof, il se décarcasse, moi j'ai été longtemps enseignant, je me rappelle bien, j'ai préparé au bac des élèves. J'ai pas toujours su trouver les bonnes stratégies pour les préparer de façon efficace dans un temps donné, avec des programmes de plus en plus chargés jusqu'à devenir malade de façon efficace en utilisant les nouvelles technologies. Hein. Il y a des années, j'ai réussi, puis je suis pas plus intelligent que les autres. Et parfois, je réussis pas. Hein. Donc voilà, il faut pas trop charger non plus les enseignants. Je veux dire, les enseignants, il faut qu'ils fassent des efforts. Je suis d'accord, mais il faut aussi que ça ait un sens par rapport à leur métier. Faut arrêter aussi de leur demander de travailler, de leur demander de faire des choses dans lesquelles ils ne croient pas.
Et alors, concrètement, pour les enseignants qui nous écoutent, qui nous regardent, Oui. pour les parents, voire même pour les élèves que ça pourrait intéresser d'utiliser Twitter en classe, d'élever des fourmis, etc. Oui. Ils vont où? Où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Où est-ce qu'ils Danemark, peuvent avoir des idées, du soutien, Et alors, ils peuvent aller voir les projets sur le forum sur le café pédagogique. On publie sans arrêt des expériences d'enseignants, soit qui ont été présentés au forum, soit pas présentés au forum, hein, des gens qui utilisent les nouvelles technologies ou autre chose, mais qui sont dans des démarches nouvelles, actives. En même temps, ces gens-là ne sont pas des exemples à suivre à la lettre. Hein. Ce qui compte, c'est pas faut pas croire qu'on va dupliquer les innovations. Qu'une innovation, c'est un truc qui marche dans une classe, puis qui ensuite va marcher dans toutes les autres classes. Hein. Non, ce qui compte, c'est que l'enseignant soit remis dans cette démarche de chercher. C'est l'esprit en fait de l'innovation qu'il faut réveiller. Hein. Et ça, vous voyez, c'est un problème de l'enseignant, mais c'est plus que ça. C'est un problème de l'ensemble. Donc, je pense qu'on peut réussir ça si on arrive à recréer effectivement la confiance, qui est un élément qui est très important. Donc en fait, on en revient à ce lien entre technologie et confiance, ou innovation et confiance, que c'est d'abord et avant tout quelque chose d'humain. Et c'est ce que j'ai retenu aussi de ce forum des enseignants innovants, c'est comme l'innovation ne vient pas d'en haut, ne vient pas du ministère, vu que vous parliez tout à l'heure de chasse aux sorcières. Absolument. En fait, c'est surtout de la rencontre entre des enseignants, entre des êtres humains. C'est de ces rencontres-là que naissent les innovations. Le forum, c'est que ça. Il a deux objectifs. Un, bien accueillir les gens, bien les traiter. Qu'il y a un moment des gens qui leur disent, puis attention, toutes les associations d'enseignants sont là, et elles leur disent que vous êtes des gens bien. Ce que vous faites, c'est bien pour les élèves, puisque personne ne leur dit. Hein. Nous, on leur dit. Voilà. On n'est pas très légitime. Enfin, moi, je crois qu'on est légitime. En tout cas, on n'a pas la casquette institutionnelle. Et l'autre chose, ce qui se passe au forum, ils sont là pendant 2 jours, enfermés ensemble, bien traités. C'est quand même pas comme au conclave, ils sont pas au pain sec et à l'eau, ils sont dans des bons hôtels et bien nourris. Et ils regardent ce que les uns font et ce que les autres font, ils vont se visiter. Et ça marche très bien, ils vont voir ce que les autres... Et attention, les autres, ça peut être un enseignant de CFA, hein, c'est-à-dire qui enseigne à des apprentis, ça peut être un enseignant du primaire, ça peut être un enseignant du secondaire, de CPGE, hein, les classes prépa, enfin. Et ils voient ce qu'ils font, et après on les met à travailler ensemble sur des idées un peu générales, à créer des trucs ensemble. Ils ont créé des choses très drôles qu'on n'a pas encore mis en ligne, qu'on va bientôt mettre en ligne. Franchement, il va y avoir des choses très amusantes comme le répondeur de l'innovation. Hein. C'est quoi, ça, le répondeur de l'innovation? Vous verrez, je ne vais pas vous le raconter. Oh, le teasing. Bah oui, le répondeur que les enseignants et les parents peuvent appeler pour avoir la réponse de l'institution. 42, moi je connais la réponse, c'est 42. Et donc, voilà, on les fait travailler ensemble pour que, simplement, ils se connaissent, quoi. Et ils se mettent comme ça en réseau informel, et on va essayer maintenant de les mettre en réseau plus formalisé, avec de nouveaux outils, pour entretenir la flamme, et pour que ces gens-là, ça mousse. Bon, alors, en fait, au forum, il y en a qu'on voit tous les ans, ou pratiquement tous les ans, donc il y a des vieux qui sont des... Et puis, il y a tout un tas de têtes nouvelles qui changent tous les ans, c'est très bien comme ça. Et dernière question de mon côté, c'est les syndicats, comment ils voient ça? C'est l'innovation. Et les enseignants qui innovent. Alors, bon, je dirais que c'est à eux qu'il faut poser la question. Hein. Je pense que dans tous les syndicats sont là pour défendre les intérêts de leurs salariés. Hein. Et donc, ils sont plus ou moins ouverts aux réformes, plus ou moins favorables au changement. Ça dépend des syndicats. Hein. Et pareil du côté des associations de parents d'élèves? Bah, je pense que c'est pareil. Hein. Les associations de parents d'élèves, les parents d'élèves, c'est pareil, c'est des gens qui sont pas complètement fous. Ils veulent que leurs enfants soient bien traités et qu'ils aient leur diplôme, etc., etc. Donc, à partir de ce qu'ils savent de l'école, ils ont leur idée sur ce qu'il faut faire. Je suis pas convaincu qu'ils soient tous favorables à l'intégration d'Internet, etc. Ils se méfient. Parfois, ils ont raison de se méfier, parfois non. J'ai dit que c'était la dernière question, en fait je mens toujours, j'en ai toujours d'autres qui viennent. Il n'y a pas une étude qui a été lancée par le ministère pour regarder, vu que ça fait 6 ans que vous faites ce forum-là, pour regarder concrètement les effets que ça a dans les classes et notamment au niveau des résultats, mais pas seulement, pour arriver à mesurer si l'innovation c'est bien ou si ça fait juste plaisir aux enseignants? Alors il y a des études sur les expérimentations officielles du ministère. Oui, mais enfin, l'expérimentation officielle, c'est l'avant-garde pompière. Enfin, c'est pas très... C'est l'article 34, hop, ça rentre dans la loi, il y a expérimentation, appel à projet, cahier des charges, déroulement, expérimentation, voilà. Et puis au bout du compte, on se rend compte que parfois, ça n'arrête pas marcher.
Parfois, ça a marché à moitié. Enfin bon, peu importe. Sur le forum des enseignants innovants, on cherche pas. C'est des projets qui sont complètement différents. Je veux dire, c'est des gens qui font des choses. Je maintiens moi quand même l'idée, et c'est l'idée que j'ai développée au forum, hein, que ce qui est précieux au forum, c'est pas qu'on va trouver des solutions qui vont être duplicables. Ce qu'on trouve, c'est qu'on met en mouvement des enseignants qui trouvent du plaisir à faire des choses avec leurs élèves et qui transmettent ce plaisir en classe aux élèves, etc. Eh ben, des écoliers qui ont du plaisir à venir en classe, hein, déjà, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est une excellente chute. J'allais le dire. Moi, j'allais dire une excellente conclusion. Ah, vous qui disiez 30 minutes, c'est long. Ça fait 1 heure qu'on parle, François. Eh ben oui, je vais dîner maintenant. Puis maintenant, j'ai encore, je sais pas combien d'heures de boulot pour le Ah bah oui, c'est ça, vous avez des horaires de prof, quoi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on attend avec impatience le répondeur de l'innovation. Ok, à bientôt. J'ai hâte. Au revoir. Ça devrait être demain ou après-demain. Hein, Demain ou après-demain? Ah, donc quand Oui, l'émission oui, sera mais- diffusée, il sera déjà en ligne. Le fichier, ah oui, le fichier MP3, il est là, il faut simplement pour le mettre en ligne. Il existe, hein, moi je l'ai. Faut que je demande à OMS de le mettre en ligne. Peut-être ce soir, ce sera fait. On sait rien. Eh Voilà. bien, merci beaucoup. Au revoir, François Jarreau. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir.